Nous sommes engagés dans un voyage de découverte dans le nord de la Chine, à la rencontre d'hommes et de femmes passionnés qui vivent le long de la Grande Muraille. Aujourd'hui, nous rencontrons un photographe, archéologue à ses heures perdues, l'un des rares Chinois qui ait pu s'offrir un bout de la muraille. Également sur notre route, un maître potier. Il habite près de Xi'an, à côté du tombeau de l'empereur Qin Shi Huangdi, qui a unifié l'Empire et ordonné la construction de la muraille. Depuis la découverte de l'armée en terre cuite qui garde son mausolée, ce potier s'est spécialisé dans la fabrication de répliques de soldats de cette époque. Enfin, toujours au pied de la muraille, nous rencontrons 4 paysans qui se réunissent pour chasser une nuit durant les démons qui hantent une habitante du village. Nous assistons alors à un rituel dont les fondements perdurent depuis la nuit des temps et qui nous rappelle sans équivoque la présence du taoïsme le long de la muraille. Il est l'un des piliers de l'Empire, peut-être le ciment de sa grande muraille. La muraille de Chine, miroir de l'histoire et sentier de découverte, est l'édifice le plus gigantesque jamais construit par l'homme. Des déserts mongols jusqu'à la mer Jaune, explorons au travers de ceux qui y vivent les presque 6000 km d'un monument digne des 7 merveilles du monde. Au-delà de ces parties touristiques, découvrons aux confins de l'Empire du Milieu les secrets des habitants du nord de la Chine qui nous plongent dans leur quotidien bien souvent méconnu. Alors que le pays se présente au monde sous les feux de la modernité, entamons le long de la muraille un voyage de découverte dans les régions mythiques de la Chine éternelle. Un périple qui révèle un peuple aux 1000 visages, à la fois en conservation de ses traditions et de sa mémoire, et en quête de sa place dans le monde contemporain. Si nous admirons les vues de la muraille qui, tel un dragon protecteur, épouse les crêtes des montagnes, nous n'ignorons pas qu'elle ne représente qu'une infime partie de son tracé. Bien souvent, il ne reste que des vestiges à peine reconnaissables. Depuis quelques années, les autorités ont compris l'attrait touristique que représente ce monument. Ils font des efforts pour reconstruire certaines parties susceptibles d'attirer le voyageur. Il est rare que ce témoignage de la grandeur de l'Empire soit entretenu par une personne privée. Dong Zhongfeng nous raconte comment il est devenu propriétaire d'un bout de la muraille. Après 6 mois d'études, une équipe d'experts de la Grande Muraille de la province du Henan a authentifié ce tronçon de Yaoshan. Il fait 31,5 km. Et cela sans compter la section de Shanxian. Autour de ce tronçon, on a trouvé des pièces archéologiques de la période des printemps et automnes, des peintures, de la poterie et plein d'autres vestiges. Il a été classé parmi les monuments importants du village. Et c'est le service culturel de la mairie qui le gère maintenant. Les bâtisses et les remparts de défense de cette contrée étaient légion. Mais pendant très longtemps, personne ne s'y intéressait, trop occupé à gérer le présent, à répondre aux besoins de la vie quotidienne et à se tailler une place dans un monde surpeuplé. On dit souvent que c'est le regard étonné et admirateur du voyageur occidental qui a fait comprendre aux Chinois l'importance de leurs vestiges impériaux.
Dans ces contrées oubliées, il nous arrive de tomber, au détour d'une montagne innocente, sur l'un des nombreux petits temples taoïstes que choisissent comme lieu de résidence les divinités locales. Pour le randonneur attentif, ce sera l'occasion rêvée de s'adonner à un moment de méditation loin de la ville. Ici, c'est la montagne de Waiqiu, à côté du hameau de Liutonghua, qui fait partie du village de Ye. Derrière moi, c'est le vestige d'un tronçon de la Grande Muraille. Ça fait longtemps que l'on a trouvé cette partie. Elle est considérée comme une grande découverte. Un jour, j'étais en 6e, je buvais l'eau du puits de la cour de l'école, au pied de la montagne, et j'ai vu 2 personnes en descendre. Ils semblaient être des cadres de la mairie. Ils ont voulu boire de l'eau. Nous étions heureux de rencontrer des inconnus dans ces montagnes. Et nous avons voulu être hospitaliers. Alors, nous leur en avons servi. On en a profité ensuite pour leur demander quel était l'objet de leur visite. Ils étaient venus pour trouver des vestiges de la Grande Muraille. J'étais étonné par ce qu'ils racontaient. Je savais qu'il existait un tronçon appelé Badaling à Pékin, mais je n'imaginais pas qu'il existait d'autres parties. Ceci m'avait beaucoup impressionné. Plus tard, alors que je faisais mon service militaire, j'ai acheté les Annales de la Chine écrites par Fan Wenlan. Là, j'ai appris que ma région appartenait au territoire du royaume de Chu, pendant la période des royaumes combattants. Ce roi a bâti une partie de la Grande Muraille ici, qu'il a nommée les remparts du roi Chu. En 1995, le tronçon du village de Ye était à vendre aux enchères. Alors j'ai eu envie de l'acheter. L'acquisition faite, tous les dimanches, je faisais des fouilles car j'étais sûr que c'était un vestige de la Grande Muraille. Celui-ci était construit en pierre et en terre. C'est une partie intacte et très bien protégée, avec des remparts de 7 mètres de haut, des tours de fumée et des tours de guet. Ici, c'est la porte est de ce tronçon, appelée la porte de Liecheng. Elle mesure 1,5 mètre de long, 2,5 mètres de haut et 5 mètres de profondeur. Il y a 13 campements de soldats et 4 réservoirs d'eau pour alimenter les soldats. Ils sont quelques-uns dans le nord de la Chine à considérer fièrement la muraille comme l'édifice de très loin le plus important de leur pays. Ils la reconnaissent aussi comme une métaphore extraordinaire de leur histoire et comme observateurs de leur évolution vers un avenir incertain. Pour eux, il est indispensable de s'enraciner dans la connaissance du passé pour créer un monde moderne, porteur de sens. Ainsi, M. Dong est en train d'étudier l'histoire du village Liutonghua, près du tronçon de la muraille qui désormais lui appartient. Son nom vient des 3 familles Liudonghua qui se sont installées ici il y a plus de 600 ans. En arrivant, chaque famille avait planté un arbre devant sa maison, témoignant ainsi de son nouvel enracinement. Ce geste était aussi un signe d'allégeance au dieu des sols, source de la vie des champs,
donc de l'abondance, et hôte souterrain à qui l'on confie le moment venu les morts de la famille. Dong aime à passer du temps avec les villageois pour les aider à s'imprégner de leur propre histoire. Il ne cesse de documenter les traditions et rituels qui, d'après lui, font le sel de la vie. Pour beaucoup, la Grande Muraille est un dragon, symbole de vie et de puissance, qui protège la Chine de ses envahisseurs d'hier et d'aujourd'hui. Dong va quitter le village car il a encore beaucoup de vestiges à découvrir dans les montagnes des environs. Les archéologues n'en sont qu'au début de leurs fouilles, tant la région est truffée de traces des années d'enfance de l'Empire chinois. Il s'agit d'une province où le jeune pays était le plus vulnérable aux envahisseurs. Il est donc normal que les montagnes regorgent d'abris enfouis, de tours de guet et d'édifices de défense, pas encore découverts. La Chine, située au cœur de l'Asie, est aujourd'hui composée de plus d'1,3 milliard d'habitants. Elle a été unifiée avant notre ère par l'empereur Qin Shi Huangdi en l'an 211 avant Jésus-Christ. Il mettait fin à des combats fratricides et créait le premier empire du monde asiatique digne de ce nom. Le nouvel État gigantesque était protégé à l'ouest par les contreforts de l'Himalaya et au sud et à l'est par la mer. C'est le nord qui était vulnérable face aux invasions des peuples mongols. Par conséquent, le jeune empereur ordonna depuis sa nouvelle capitale, Xi'an, la construction de la Grande Muraille le long de la frontière nord du pays. Xi'an, ancienne capitale de la Chine. Voici ses remparts datant du début de l'Empire. Aujourd'hui, la ville compte près de 9 millions d'habitants et est la capitale de la province du Shanxi. À l'époque, c'était la ville la plus peuplée de l'Empire. Elle était le point de départ des routes de la soie, reliant l'Empire du Milieu aux puissances occidentales. À proximité de la ville contemporaine se trouve encore aujourd'hui le tombeau du fondateur de l'Empire, Qin Shi Huangdi. Il se présente sous forme d'un grand tumulus et occupe le centre d'un enclos. Cette colline artificielle a la forme d'une pyramide tronquée, dont la base a environ 550 mètres de côté. La hauteur originelle est estimée à quelques 115 mètres. L'érosion a réduit le monticule à sa hauteur actuelle d'un peu plus de 75 mètres. D'après la légende et les textes historiques, le tombeau serait protégé et quiconque oserait l'ouvrir serait la victime immédiate de mécanismes anciens visant à éliminer l'intrus. Que ce soit pour cette raison ou pour d'autres, il est certain que les archéologues chinois ont pour le moment décidé de ne pas fouiller le mausolée. À défaut d'informations fiables, le grand historien chinois Sima Tian, dans un passage célèbre, décrit le tombeau ainsi. Dès le début de son règne, Qin Shi Huangdi avait fait arranger la montagne qui allait servir de tombeau. On creusa le sol jusqu'à l'eau, on y coula du bronze et on y amena le sarcophage. Des ustensiles merveilleux, des joyaux et des objets rares y furent transportés et enfouis. Des artisans reçurent l'ordre de fabriquer des arbalètes et des flèches automatiques. Si quelqu'un avait voulu s'introduire dans la tombe, elle lui aurait tiré dessus. Après la mort de l'empereur, quand les funérailles furent terminées, on fit tomber la porte à l'entrée extérieure et on enferma enterrés vivants tous les ouvriers ou artisans qui avaient travaillé à cacher les trésors. Puis on planta des arbres et des plantes pour que la tombe eût l'aspect d'une montagne.
Voici la structure de protection construite de nos jours autour de l'armée en terre cuite qui protégeait le mausolée. Sa découverte est récente. En mars 1974, des paysans qui creusaient un puits à cet endroit découvrirent quelques fragments dispersés de têtes, de pieds, de jambes. Ces trouvailles ont fini par conduire à la découverte de toute l'armée. Depuis, cette révélation n'a pas cessé d'émerveiller les chercheurs et les profanes du monde entier. La fosse que l'on voit ici est un rectangle orienté d'est en ouest, long de 250 mètres et large de 62 mètres. Son architecture fut conçue pour être solide et définitive. Les murs externes et les cloisons qui séparent les 11 galeries parallèles sont en terre damée. La terre était à l'origine maintenue en place par des cadres de bois qui supportaient aussi les poutres de la toiture. Le toit, à son tour, portait une couche de mortier rougeâtre et une couche de terre épaisse de 3 mètres. Le sol était également de terre damée, aussi dur que du ciment et entièrement pavé de quelques 250 000 briques. En somme, un ensemble extrêmement solide pour pérenniser cette armée souterraine. 8000 statues d'hommes et de chevaux protègent ainsi le royaume souterrain du fondateur de l'Empire. Les guerriers, tenant dans leurs mains d'authentiques armes en bronze, des arcs et des arbalètes, semblent prêts à attaquer n'importe quel envahisseur osant s'approcher du tombeau. Il faut croire qu'une fois enterré, l'empereur était bien décidé à continuer son règne auprès du dieu du sol. Nous rencontrons Han Pinje, maître potier à Xi'an. Il a dédié sa vie à la reconstitution de cet art millénaire, la fabrication de statues de soldats impériaux. L'armée qui est à ses pieds reste sa source d'inspiration. Pour lui, cette armée de soldats symbolise autant la grandeur de l'Empire que sa grande muraille. L'avantage que représentent les statues individuelles, c'est que l'on peut les reproduire aisément et même les emporter, comme si on prenait avec soi un bout de la grandeur de la Chine. C'est dans cet esprit que Maître Han a fondé il y a quelques années un atelier de poterie à proximité du mausolée pour fabriquer à l'ancienne des soldats en terre cuite, ainsi que d'autres objets que l'on trouve avec eux. Cet atelier le fait vivre, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de potiers aujourd'hui. Il y a quelques mois, il a décidé de faire construire un four à l'ancienne. Il espère ainsi se rapprocher le plus possible des techniques de fabrication de l'époque. C'est un archéologue reconnu qui sera son conseiller dans cette entreprise. Dans les années 80, on a trouvé des fours de poterie bien conservés, qui sont considérés comme des fours impériaux. Il existe différents types de fours. Des fours avec un foyer pour une chambre de cuisson, des fours avec 2 foyers, ce sont les plus courants, et enfin 3 foyers qui alimentent la même chambre de cuisson. Une personne seule peut s'occuper en même temps des 2 ou 3 foyers. On a découvert des tuiles de l'époque de Qin et des fragments de poterie de cette époque. C'est considéré comme une découverte majeure. Sur la photo, c'est un panorama du chantier des fouilles. Ici, c'est l'entrée de la chambre de cuisson qui était chauffée par 2 foyers. Pour les 2 autres fours, on remarque bien les 3 foyers qui alimentent une chambre de cuisson. Ici, il y a une pente. Ensuite, il y a 1, 2, 3 foyers. Non, il semble que celui-là n'ait que 2 foyers, celui-là en a 3. Oui, celui-là n'en a que 2. Et les 2 chambres sont situées de part et d'autre. Celui-ci, par contre, en a 3. Oui, une seule personne peut s'occuper en même temps de ces 3 foyers. Et le trou ici montre que c'est un four privé de l'époque Qin. Si je veux construire un four à l'ancienne, il vaut mieux avoir combien de foyers? Le four à 3 foyers est le plus original, le plus rare. Sur cette photo, voilà une pente orientée d'est en ouest. Et là, c'est une chambre de cuisson. C'est une photo des 3 foyers sans la pente. Voilà les 3 foyers, dont 2 ont chacun une colonne en briques, pour éviter qu'ils ne s'effondrent. Au milieu, c'est la chambre de cuisson. Mais la photo ne montre pas la pente. J'ai fait le plan d'un four. Ici, il y a une pente. Là, c'est le foyer et la chambre de cuisson, où on met les poteries. On rentre les poteries par cette porte et on les dispose à cet endroit.
Voilà une cheminée, la fumée sort par là. Dans le four, il y a en tout 3 cheminées. La terre utilisée pour le façonnement des statues est du löss extrait à proximité des fosses funéraires. Le processus habituel de fabrication des statues se déroule en 3 étapes. D'abord le façonnage du modèle, ensuite le séchage et la cuisson au four, enfin la coloration et la peinture du corps tout entier. La température dans le four peut atteindre 1025 degrés. Pour la cuisson, il faut augmenter progressivement la température afin d'éviter que les statues éclatent, se fendent ou se déforment. Après leur sortie du four, les statues sont colorées et peintes. Les colorants utilisés sont tous des pigments minéraux. Du rouge, du jaune, du bleu, du vert, du pourpre, du blanc, du noir. Chaque teinte possédant des variantes foncées ou claires qui offrent une gamme très riche de couleurs. La sculpture Qin parvient à un résultat maîtrisé et assez abouti. Elle est reconnue par les potiers du monde entier. Il vaut mieux changer les dimensions du four, parce que les touristes vont venir par là. Et à la fois ton four servira à faire de la poterie, à la fois ce sera une attraction touristique pour montrer la technique de fabrication sous l'empereur Qin. D'accord. On remesure cet endroit pour changer la taille du four. On peut changer d'endroit, mais ça devrait aller. Si on met la pente là-bas, la vue et le paysage de ce côté seront bien meilleurs. Ça fait 13 mètres. 13 mètres? Remesure pour être sûr. Quand tu auras commencé le chantier du four, je viendrai te voir. Comme ça, je pourrai surveiller le bon déroulement des travaux. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, non? Très bien. Tu viendras quand tu voudras. Nous quittons Xi'an, autrefois nommée Chang'an, pour continuer à longer la muraille, toujours en quête de la passion des hommes et des femmes qui y vivent, et pour qui la muraille fait partie du quotidien. Nous retrouvons la muraille près de Pékin.
Badaling, Moutien-Hu et Sematai sont les tronçons les plus connus et les plus visités. C'est à 1000 mètres d'altitude que nous retrouvons Monsieur Chu Yo-yu. Il vient de parcourir 80 km pour atteindre le village de Machié. Il est paysan, mais aussi chaman, ou plus précisément prêtre taoïste. Avec quelques-uns de ses condisciples, il prépare une cérémonie qui va tenir en haleine les spectateurs d'une nuit agitée. Ils vont s'occuper d'une villageoise qui souffre de douleurs depuis fort longtemps. Et comme ni la médecine traditionnelle chinoise, ni la médecine moderne n'ont pu la soulager, dans un ultime recours, elle a demandé au prêtre taoïste de l'aider. N'oublions pas en effet que nous sommes en terre taoïste et que la maladie, d'après les maîtres célestes, n'est que l'expression de démons ou d'âmes errantes, d'ancêtres qui seraient mal morts, c'est-à-dire qui n'auraient pas pu mourir l'âme en paix. Et tant que ces démons n'auront pas été chassés de son corps, la victime est condamnée à souffrir. Il faut faire appel à l'almanach des requêtes, qui fait partie des écritures sacrées taoïstes pour faire cesser ces perturbations. Son nom de famille est Zhou. Zhou Kaigui? Oui, Zhou Kaigui. Vous pouvez me l'épeler? Quelle est votre date de naissance? Ma date de naissance? Quel est votre mois de naissance? Je ne m'en souviens plus. Tu ne t'en souviens plus? Peut-être au mois de juin, le 16 juin peut-être. Tu n'arrives pas à t'en souvenir? L'année dernière, mon corps n'avait plus de force. Je ne pouvais pas me tenir droite pendant longtemps. Est-ce que tu es allé voir le médecin? Oui. Il m'a dit que mon corps était fragile. Ah, tu as 69 ans. 79 ans. Ah, 79 ans. Ah oui, au moins 79 ans. Au mois de mars ou avril de l'année dernière, j'étais chez moi. Et tout d'un coup, mon dos s'est coincé. Ah, d'accord. J'avais très mal. Le médecin a dit que c'était une prolifération osseuse.
Donc, les médicaments n'ont rien fait, ni les dieux. C'est nous qui pouvons te guérir. Voici ton problème. Tu es malade, à cause des esprits qui rôdent autour de toi depuis longtemps. C'est pour ça que tu ne guéris pas. Il y a le Dieu de chaque famille, qui est à l'extérieur, et le Dieu à l'intérieur, qui est dans notre cœur. Ce dernier, personne ne peut le remplacer. Le cœur, le foie, on va entrer brusquement dans le temple et attraper l'âme qui te protégera des catastrophes et t'apportera de la chance. On va faire ça aujourd'hui. Les dieux me disent que c'est le bon moment. C'est l'été. Zhu Kaigui. Alors, en fait, dans votre cas, j'ai réfléchi, il va te falloir plusieurs sorciers pour obtenir la paix et que les maladies sortent de ton corps et ne reviennent plus. On va donc se mettre à plusieurs et comme ça, tu te sentiras mieux. Ne t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Ça va me coûter combien ? Pour les grandes maladies, c'est 330. Pour les petites, 33. Ta maladie est plutôt moyenne. Ça n'est pas si grave que ça. Je pense que ça devrait coûter environ 130 yuan. Pour moi, c'est grave. Ça me fait mal toute la journée. Ça ira mieux, ne t'inquiète pas. Le rituel que nous allons suivre est très codifié et commence par l'inscription de la requête de la fidèle. Les informations sont enregistrées avec le plus grand soin car la résolution du problème est essentiellement envisagée comme une correction au registre du destin. La moindre erreur mettrait en péril l'entreprise entière et pourrait entraîner des conséquences imprévisibles. Ce que l'on nomme généralement le taoïsme regroupe un ensemble de croyances, de philosophies, de préceptes dans la Chine antique. Ce courant, influencé par Lao Tse, a connu un renouveau important à l'époque de l'enfance de l'Empire, avec Zhang Daoling, fondateur du taoïsme des maîtres célestes. Par comparaison, c'est à peu près à la même époque que l'Église chrétienne s'est propagée dans le pourtour de la Méditerranée. Les deux religions, tout comme le bouddhisme d'origine indienne et l'islam, proposent une vision cosmologique complète à ses disciples et apportent des réponses évidemment différentes en matière de vie sur Terre et dans l'au-delà, de bien-être et de maladie, et bien entendu d'immortalité. Traditionnellement, les Chinois croient que plusieurs âmes habitent toute créature. 7 âmes matérielles et 3 âmes éthérées. Pour mourir paisiblement,
il faut qu'on ait eu le temps de son vivant de faire la paix avec chacune de ses âmes. Alors on peut atteindre le paradis connu sous l'appellation Hall du ciel. C'est un lieu de jouissance béate où rien ne manque, où nourriture et habits sont disponibles spontanément. Pour les taoïstes, ces halls élyséens sont surtout des lieux où les morts seraient empêchés d'intenter des procès funestes à l'encontre des vivants. Ou en d'autres termes, on a intérêt à mourir en paix avec ses âmes, sinon ce sont les enfants qui seront hantés. La maladie est donc perçue comme un châtiment mérité en raison de transgressions morales ou de violations de tabous du patient ou d'un de ses ancêtres. La guérison s'obtient par absolution rituelle, moyennant offrandes et actes de contrition. Mais revenons à notre village. Quand le jour se lève, la fin de la cérémonie est proche. Les 4 prêtres vont bientôt se réunir dans un ultime rituel collectif pour interdire à jamais aux démons de revenir hanter la patiente. Bien qu'épuisée, Madame Jo participera activement à la dernière ronde, comme pour confirmer aux spectateurs ainsi qu'aux ancêtres concernés que tout le rituel s'est bien déroulé et avec son plein consentement. En revanche, la cérémonie a eu raison de l'attention de certains spectateurs. Ceux qui ne sont pas rentrés chez eux se sont laissés emporter par un petit somme. Il est difficile de savoir si cette cérémonie d'exorcisme a atteint objectivement son but. Mais en tout cas, à en juger par le sourire de la patiente, elle semble déjà aller mieux. Un peu plus tard dans la journée, nous retrouvons Monsieur Zhu avec sa femme dans les champs, en train de récolter leurs pommes de terre. Prêtre taoïste ou pas, il faut bien se préoccuper de la nourriture terrestre.
À l'heure du repas du soir, alors que la télévision diffuse des images du programme spatial chinois, Monsieur Zhu prépare avec les moyens du bord les objets utiles à la prochaine cérémonie dont il aura la charge. Son prochain rendez-vous sera dans un village en haute montagne. Ce sont ces chants de tradition lointaine qui semblent souligner la coexistence d'une vie ancestrale et d'une vie moderne. Ailleurs en Chine, il faut peut-être choisir entre l'ancien et le nouveau. Ici dans le Nord, l'obligation du choix ne s'impose pas. Comme pour prouver que le long de la muraille de Chine, on peut vivre la modernité sans renier son histoire.